Bonjour à tous. Après la faillite spectaculaire de la Silicon Valley Bank, quel impact pour les startups? Y a-t-il un risque de contagion en Europe? On en parle avec deux banquiers d'affaires spécialistes de l'investissement dans la tech. Ce sera le sujet à la une aujourd'hui de Smartech. Je vous propose également un rendez-vous avec la nature. On va regarder du côté du biomimétisme, comment les roseaux peuvent nous inspirer des nouvelles technologies en matière d'acoustique. Et puis on terminera par notre regard où va le web et la question de la stratégie de Meta qui se pose à nouveau. Mais d'abord, je vous propose que l'on s'interroge sur cette question, souveraineté ou préférence nationale. Parle-t-on vraiment de la même chose? C'est l'interview dans Smartech. Je vous propose d'accueillir Philippe Rodriguez, associé fondateur d'Avolta, banque d'affaires parmi les principaux conseillers technologiques européens en matière de fusion, acquisition, levée de fonds. Avolta très active donc, dans le secteur de la tech, créé par des entrepreneurs de la tech. Absolument. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Vous allez nous aider à décrypter un peu ce qui se passe en ce moment après cette spectaculaire faillite de la Silicon Valley Bank. Quels sont les risques pour l'Europe aujourd'hui et notre écosystème en particulier? Vous serez en compagnie de Stéphane Cléchat, qui est à distance avec nous, associé gérant de la banque d'investissement privée européenne Cléchat & Co, pour parler de ce sujet du financement des startups. Bonjour également. Mais d'abord, je vous propose, messieurs, que l'on écoute Dagobert Lévy, vice-président Europe Sud de Tanium, à propos de souveraineté versus, j'ai envie de dire, préférence nationale. Bonjour Dagobert. Bonjour Delphine. Alors Tanium, on va juste rappeler, donc c'est une plateforme qui permet d'avoir une vue globale, je dirais même totale, à 100% de son parc informatique afin de pouvoir l'identifier, mais aussi le sécuriser en temps réel. Vous êtes une entreprise de la cyber américaine. Et là, vous nous publiez une chronique une tribune sur la question de la souveraineté numérique. C'est un exercice de contorsionniste que vous faites, Dagobert. Pas forcément. Je pars souvent du principe que les notions de souveraineté et de préférence nationale se rejoignent, alors que pas toujours. Et je pense que les éditeurs américains, dans un écosystème global, ont leur place. Et c'est ce que je me suis évertué à défendre dans cette chronique. Alors, dites-nous, quelle différence vous faites, vous, entre la souveraineté et la préférence nationale? La souveraineté, que ce soit pour une organisation publique, un État ou une entreprise privée, c'est la capacité à défendre et à maîtriser ses données, ses choix technologiques. Il y a une notion aussi de temporalité, parce qu'on veut être en capacité de le faire dans le temps, sur le moyen à long terme. Et puis il y a une question aussi qu'on oublie souvent, qui est s'intégrer dans un écosystème global. C'est plus facile de parler de souveraineté quand on est en circuit complètement fermé ou en vase clos et qu'on n'a aucune communication vers l'extérieur, mais à partir du moment où... Donc la préférence nationale est une évidence pour la souveraineté numérique alors, Dagobert? La préférence nationale, c'est plutôt vouloir faire émerger des champions nationaux en leur donnant des marchés, en facilitant l'accès à certains marchés. Et on va voir que, je vais prendre deux exemples, et c'est pas toujours totalement en phase avec les questions de souveraineté. Déjà, parfois, vous n'avez pas le choix. Il y a certaines couches logicielles, par exemple, où quand vous ouvrez votre téléphone ou votre ordinateur, votre poste de travail, aujourd'hui, il ne se pose plus trop la question de savoir quelle va être la couche applicative, le système d'exploitation que vous allez utiliser. On n'a pas le choix parce qu'on ne veut pas aller chercher peut-être des solutions alternatives. Il y a une question je pense qu'il y a une question d'efficacité, il y a une question de productivité aussi, et il y a une question de pérennité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez chercher que ce soit une PME ou une très grande entreprise, si vous allez chercher une solution alternative, quelle est la pérennité de cette solution alternative? Il y a une question de savoir-faire aujourd'hui aussi. En France, on a développé beaucoup de compétences sur des logiciels et sur des technologies non françaises. Si vous allez chercher cette alternative, vous n'allez peut-être pas trouver la compétence qui va en face. Donc il y a ces sujets-là qui sont, à mon sens, pour moi, primordiaux dans l'équation. C'est-à-dire que vous nous dites, si on se focalise uniquement sur la préférence nationale, on risque de faire de mauvais choix. On peut risquer de Mais faire... est-ce que ce n'est pas ce dont souffre l'Europe, justement, et la France, de ne pas faire confiance à son propre écosystème? Je pense qu'il y a deux sujets. Il y a un sujet sur lequel on peut effectivement aller chercher et favoriser le développement de champions français, voire européens. Et il y a des sujets sur lesquels je pense qu'on
peut plus se poser la question parce que ça serait une perte de temps, d'énergie et de productivité. Je pense qu'il y a des sujets sur lesquels la messe est dite, d'une certaine façon. Il y a une telle domination du secteur sur certains choix technologiques qui fait que la question ne se pose plus. Et puis il y a aussi le deuxième sujet qui est pour moi indispensable, c'est cette question de temporalité. Je veux pérenniser mon investissement dans le temps. Est-ce qu'il faut que j'aille prendre une solution alternative qui potentiellement demain va s'exposer à un rachat par une société de nationalité à définir? Ou est-ce que je sais où je vais, je sais que ce choix technologique-là, il est maîtrisé, j'ai les compétences, j'ai le savoir-faire. Je sais que potentiellement, d'ailleurs, cette technologie, cette plateforme n'est pas dans le cloud, elle est hébergée chez moi, donc j'en ai la maîtrise à 100%. Et donc dans ces cas-là, on voit effectivement un peu le conflit qu'il peut y avoir entre préférence nationale et souveraineté. Alors, c'est vrai que c'est aujourd'hui d'ailleurs l'argument principal qui fait qu'on se tourne principalement vers ces solutions américaines en général. C'est cette confiance qu'on a aujourd'hui dans ces grands acteurs du numérique et peut-être ce risque qu'on n'est pas prêt à prendre. Quand on regarde notre écosystème tech européen qui est quand même plus jeune et d'une dimension différente. Mais alors se pose donc la question de la souveraineté numérique. À partir de quand on peut dire qu'on a vraiment la maîtrise, selon vous, de nos technologies, si on confie ces technologies à des opérateurs américains, par exemple? Déjà, ça va dépendre du secteur d'activité, parce que vous pouvez aussi confier certaines de vos couches d'infrastructure ou logiciels à un éditeur français ou à un fournisseur français qui va derrière s'appuyer sur un cloud américain. Donc je pense que déjà, la question, elle n'est pas si simple. Il faut creuser. Il faut creuser. Ouais. Voilà. Je pense que c'est le premier prérequis. Un éditeur américain comme Tanium peut apporter toutes les garanties, notamment liées à la capacité d'exploiter la plateforme sur ses propres infrastructures et pas d'aller dans un cloud, qu'il soit américain ou autre. Contrairement à potentiellement un acteur français qui, lui, n'a pas la taille critique et donc du coup va falloir s'appuyer sur un cloud pour pouvoir fournir ces solutions. Ah, donc vous, ça vous arrive de vous retrouver en compétition avec des boîtes françaises qui finalement, elles, confient l'exploitation, l'hébergement, le stockage à des entreprises américaines. Ça peut, absolument, oui, ça peut. C'est souvent un problème, ouais. Oui, et puis parfois on a effectivement le cas de figure où on a une technologie qui a été développée par une société américaine, une technologie qui a été développée par une société française. Dans un cas de figure, il y a plusieurs milliers de personnes. Dans l'autre cas de figure, il y a quelques dizaines, voire quelques centaines de personnes dans le meilleur des cas. Les deux s'appuient sur le même fournisseur de cloud américain. Où est-ce que je vais pour garantir la sécurité et la pérennité de mon choix dans les 10 prochaines années? Alors justement, qu'est-ce qu'on doit regarder selon vous? Je pense qu'il y a une question aujourd'hui qui est fondamentale, c'est la pérennité d'une entreprise. On l'a vu, vous l'avez évoqué dans le sommaire en introduction, se pose des questions à partir du moment où un acteur se retrouve en difficulté, notamment financièrement, il va chercher à se faire acheter, il va chercher à nouer un nouveau partenariat ou en tout cas à passer sous contrôle d'une entité qui va le prémunir de ça. Donc oui, je pense qu'il faut se poser la question de la pérennité de la solution, aussi bien... mais c'est là où on pourrait parler, d'ailleurs j'imagine vous auriez envie de réagir Philippe, mais du soutien de l'État par exemple, de la commande publique pour faire grandir cet écosystème tech en Europe. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a une question sur cette question en fait de souveraineté technologique. Il y a des questions une matrice en fait qui est une matrice par couche, par layers. Comme vous l'évoquiez, c'est tout à fait juste. En fait, une application seule, ça n'existe pas. Donc on accède à plusieurs couches. Et d'autre part, il y a une question d'horizon. Donc pour une application, il faut bien regarder quelles sont les couches qui sont appliquées. Et certaines, effectivement, vont être aujourd'hui des standards de fait et qu'il est difficile en fait de remplacer par autre chose. Voilà. Donc si on prend le cloud, malheureusement, si on est dans un environnement cloud, on a beaucoup plus de chances d'être dans un environnement cloud américain que français, dû à la bérésina du cloud européen. Donc voilà, c'est un fait. Donc il est difficile d'aller contre. Ensuite, il y a une question d'horizon, parce qu'avant que l'on ait à nouveau un cloud européen, il va nous falloir probablement une dizaine d'années. Par ailleurs, il existe d'autres couches sur lesquelles on peut avoir des horizons beaucoup plus court terme
pour avoir des solutions. Et les entreprises doivent faire le choix, finalement, dans cette matrice entre les couches et les horizons qui leur sont proposés. Vous comprenez quand même les inquiétudes aujourd'hui autour de ces questions de souveraineté et puis le débat en ce moment, enfin le débat, je ne sais pas si c'est pas très fort comme mot pour ce qui se passe aux États-Unis vis-à-vis de TikTok, la pression en fait que met l'administration américaine sur le réseau social TikTok détenu par une entreprise chinoise pour rapatrier complètement l'entreprise sur son sol. Évidemment que ça fait écho à nos questions de souveraineté ici en Europe. On se dit, si les Américains ont tellement peur d'une entreprise américaine dont, en plus, les données sont hébergées déjà aux États-Unis, pourquoi nous, on ne s'inquiète pas davantage de ce que font les Américains avec nous? Oui, mais je pense que c'est l'exemple parfait. Au final, je pense que le sujet avec TikTok, c'est pas tant la couche logicielle qui se trouve sur le téléphone en tant que telle. C'est plutôt l'extraction des données qui va pouvoir être faite sur des téléphones avec des données potentiellement sensibles, et puis le traitement en aval ou en amont. Je pense que si l'approche américaine avec TikTok est de dire « OK pour l'application, mais les données doivent être hébergées chez nous sur notre sol », ça revient un peu au débat qu'on évoquait tout à l'heure. À partir du moment où je donne... Mais c'est déjà le cas, mais ça ne suffit pas. Il faudrait que la maison mère soit aussi maintenant une entreprise américaine. Oui, parce qu'il y a toujours il y a toujours des connexions au final, et que la plateforme de données soit aux États-Unis, mais effectivement que tout le développement soit fait en Asie. Je pense que c'est à l'origine du sujet. Mais si on arrive encore une fois à donner les garanties, dire voilà, vous avez cette plateforme, vous avez la capacité de l'opérer, vous pouvez l'opérer sur vos propres infrastructures. On vous en donne la maîtrise complète. Et il n'y a pas d'interconnexion possible avec un cloud aux États-Unis. Je pense que là, ça donne un certain nombre de garanties. Si, au regard de ça, vous mettez en face effectivement la pérennité, l'historique, la solidité financière potentiellement de la société qui va avec, oui, je pense que le choix de souveraineté peut aller, dans certains cas de figure, je ne dis pas que c'est systématique, mais dans certains cas de figure, il peut aller vers l'éditeur américain et qui sera plus un gage de souveraineté qu'un acteur français. Maintenant, ce n'est pas vrai sur tous les sujets, je pense. Et je suis avant tout français, et du coup, j'ai envie d'encourager l'écosystème technologique français. Et je pense qu'il y a des acteurs qu'il faut effectivement regarder et qu'il faut encourager. Je pense qu'il y a des sujets qui ne sont pas perdus, mais qui sont déjà dominés ou qui sont... Je pense que ça ne sert à rien d'aller passer du temps, de l'énergie, du capital. Par contre, il y a des sujets d'avenir où là, il faut parler du cloud tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, le cloud, on y arrivera peut-être à nouveau dans 10 ans, mais là, tout de suite, pour 2023 en tout cas, ou 2024, c'est une bataille qui est perdue. Il faut aller se concentrer sur d'autres sujets. C'est là où il faut mettre l'énergie, le temps et l'investissement. Je ne sais pas comment VH Cloud entend ce que vous venez de dire, mais bon, je les reçois aussi régulièrement pour défendre leur point de vue. Merci beaucoup, Dagobert. On doit enchaîner, désolé, Philippe. Dagobert Lee de Tanium. Juste, je rappelle que votre outil, donc, qui permet d'avoir cette vision exhaustive de son parc, on se dit ça semble à peu près évident, mais non. Vous me dites qu'en moyenne, entre 12 à 20% des endpoints, c'est-à-dire des terminaux finalement, d'une organisation, échappent à la surveillance et au contrôle. Merci beaucoup. Vous serez au FIC à Lille. Oui, absolument. On vous retrouvera là-bas. Nous aussi, Smartech sera en délocalisation sur ce forum international de la cybersécurité. À suivre, c'est notre Tech Talk sur la faillite SVB. Quels sont les impacts pour l'écosystème tech ? On va aller voir ce qui se passe du côté des coulisses du financement des startups. On est dans un contexte un peu particulier puisqu'on vient de vivre une faillite spectaculaire, la Silicon Valley Bank qui met la clé sous la porte d'un coup. Quels sont les impacts pour nous? Est-ce qu'il y a un risque de contagion en Europe? On en parle avec Philippe Rodriguez, associé fondateur d'Avolta, banque d'affaires donc très tech, spécialisée dans la tech, adossée à la banque d'investissement Alantra. Et avec nous aussi à distance, Stéphane Cléchat, qui est associé gérant de la Banque d'investissement privée européenne, Cléchat & Co, spécialiste aussi des opérations dans le domaine du numérique et des techs. Et restez avec nous en plateau, Dagobert Lévy, vice-président Europe du Sud de Tanium. C'est une entreprise installée dans cet environnement de la Silicon Valley, donc vous êtes le bienvenu pour participer à ce débat. Donc cette faillite de SVB, est-ce que selon vous, c'est une bombe à retardement pour l'Europe ? Alors oui et non. Alors oui, sur un plan, effectivement, probablement
de sentiment qui a lieu sur la confiance qu'on peut avoir dans le système bancaire. On a vu qu'il y a eu des répercussions assez rapides, notamment avec Crédit Suisse la semaine dernière. Ouais. D'autres choses qui est lié, c'est un effet domino ? Oui, il y a probablement un effet domino, ouais, en tous les cas de confiance sur ce marché bancaire qui vit aujourd'hui vraiment des turbulences importantes. On a vu également ce week-end ou vendredi également la Deutsche Bank qui a décroché sur son titre, qui a entraîné derrière effectivement également le décrochage à la fois de la Société Générale mais également de la BNP. Donc on sent en fait qu'il y a un effet domino possible. Et ça, je pense que c'est plutôt un sentiment. Dans la réalité, le système bancaire européen est solide. Et dans la réalité, on peut imaginer en fait que les répercussions ne soient pas tout à fait les mêmes. On est en face de banques régionales américaines, régionales pour dire aussi assez verticalisées finalement. La Silicon Valley Bank a essentiellement comme clients des startups et des fonds d'investissement. Ouais. Donc très verticalisé, très local, également dans un tissu industriel bien particulier. C'est le type de banque d'ailleurs qu'on rêverait d'avoir en Europe, qu'on rêverait. Oui, bien sûr. D'avoir en Europe. C'est très présente en UK, Silicon Valley Bank. Ils ont été rachetés d'ailleurs la semaine dernière par HSBC, mais très actifs en UK, mais qu'on n'a pas en Europe continentale. Ouais. C'est vrai, il faut le mentionner. Le régulateur américain a pris la bonne décision assez rapidement, finalement, très rapidement, pendant le week-end, de faire tout ce qu'il fallait pour éviter, évidemment, une possible contagion de l'érosion du système bancaire. Stéphane Klescha, quelle est votre interprétation, vous, de ce qui s'est passé là en Silicon Valley avec la SVB et du risque de contagion en Europe ? Alors, la chute de SVB, c'était avant tout, je pense, la chute d'un grand symbole pour les États-Unis, Silicon Valley, cette banque qui finançait et qui récoltait les capitaux levés par ces sociétés, par ces startups aux États-Unis. Donc, les autorités américaines ont vraiment bien fait, elles n'avaient pas vraiment le choix non plus de réagir aussi rapidement sur la faillite. Pour garantir déjà que les sociétés locales puissent continuer à payer les salaires le mois suivant. Elles ont également garanti les lignes de crédit qui avaient été données par la banque. Et ça aussi, ça évite la contagion dans le domaine des startups très rapidement. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que au-delà des lignes de crédit qui avaient déjà été délibérées, c'est les suivantes qui vont faire défaut. Et à moins qu'un système alternatif de financement des sociétés locales, des startups américaines, ne se mette en place très rapidement, il va y avoir nécessairement un petit peu de nettoyage qui va être fait dans les sociétés qui n'avaient pas forcément vocation à rester sur pied dans cette période. Et Stéphane, justement, Stéphane, quel est votre regard aujourd'hui sur la situation, la façon dont les startups aujourd'hui vont chercher du financement ? Alors, du côté européen, en tout cas pour les opérations qui étaient en cours avant l'annonce de la faillite de la SVB, nous on voit aucun impact aujourd'hui. Il pourrait y en avoir pour les nouvelles opérations qui vont démarrer très prochainement. Plus en termes de valorisation, de mon point de vue, qu'en termes de levée effective. Par contre, du point de vue de l'approche déjà qu'on peut percevoir de la part de certains entrepreneurs technologiques, aujourd'hui, on voit peut-être un peu plus de disponibilité également aux adossements qu'il y a quelques semaines et quelques mois. Et ça, je pense que c'est très positif justement pour la construction et le renforcement de l'écosystème numérique européen. Philippe, en 2022, les startups européennes ont presque doublé leur financement par emprunt. C'est un rapport de GP Bullon qui nous dit ça. Changement profond de la manière dont les startups vont collecter des fonds. Oui, c'est vrai, la dette est devenue un instrument important pour les entreprises de la tech. Alors pourquoi ? Principalement parce que jusqu'à présent, on avait des entreprises qui étaient assez
qui nécessitait assez peu de capex, comme on dit en fait, d'infrastructures. Et depuis, en fait, que l'on regarde des sujets comme la deep tech, des sujets aussi comme la transition écologique, dont on a parlé dans cette émission récemment, eh bien, on se rend compte que ces entreprises de technologie qui aident à la transition écologique ont de plus en plus besoin également d'infrastructures qui est finançable par de la dette, à travers notamment des projets de finance. Mais est-ce que ça pourrait modifier cette pratique-là, ce qui vient de se passer avec la SVB? Non, je suis assez d'accord avec votre intervenant. Je pense en fait que dans la réalité, il n'y a pas eu de changement de climat réellement. Le changement de climat a eu lieu plus tôt dans l'année. Il a eu plutôt lieu en novembre, décembre. Première chose, les fonds d'investissement, que ce soit en dette ou en capital, n'ont jamais été aussi remplis. On a atteint un point le plus haut, en fait, à la fin de l'année 2022 en Europe. Donc, ils n'ont jamais été autant remplis. Jamais, en fait, ces fonds n'ont levé autant d'argent. Et c'est vrai partout dans le monde. Donc, ce qui est plus compliqué, c'est de faire sortir l'argent aujourd'hui de ces fonds vers les entreprises. Ouais. Donc, de l'argent est disponible. Il faut arriver, en fait, à le faire rentrer dans les entreprises. Ce qui rend compliqué, en fait, ce chemin-là, c'est d'une part, vous le mentionniez, effectivement, le changement de typologie d'opérations, des opérations qui avaient lieu en capital, qui peuvent avoir lieu maintenant en capital ou en dette. Et d'autre part, en fait, la convergence sur les prix. Tant qu'on n'est pas d'accord sur le prix, c'est compliqué en fait de mener une opération. Et je pense qu'il faut un certain temps, il faut probablement 12 mois avant en fait que le marché se stabilise autour d'une convergence du prix. La convergence du prix étant la valeur que pense avoir en tête l'entrepreneur et la valeur que pense avoir en tête l'investisseur, et que ces deux prix se rejoignent. Ça prend du temps. Alors, c'est aussi pour ça que je parlais de bombes à retardement. Stéphane, comment vous voyez là se profiler la suite de 2023 ? On observe déjà, c'est une modification dans les termes, donc déjà dans la négociation du point de vue de la valorisation des sociétés, mais également dans la typologie d'instruments qui est utilisée pour les investissements. Jusqu'à maintenant, jusqu'à surtout l'année dernière en particulier, et je suis d'accord également avec M. Rodriguez qui disait que le changement d'approche a commencé déjà ces derniers mois et n'a pas commencé avec la faillite de SVB. Mais ce à quoi ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché, c'est surtout des instruments qui étaient un petit peu moins utilisés ces dernières années en fait. On avait des tours de table de full equity ordinaires qui pouvaient être réalisés à des supervalorisations. Aujourd'hui, on a plus tendance à avoir des instruments un peu plus qui protègent un peu plus les investisseurs. Je disais que votre entreprise est nichée tout près de la Silicon Valley. Quelle est l'ambiance en ce moment là-bas ? Que vous disent vos interlocuteurs ? Je pense qu'effectivement, le paradigme qui a changé, c'est que le seuil de critères auquel on va comparer les entreprises, notamment celles de la Silicon Valley, a été remonté d'un cran. Ouais. Je pense qu'effectivement, il n'y avait pas une certaine forme de négligence, mais c'était beaucoup plus ouvert les dernières années. Et aujourd'hui, on vient de remonter le seuil de critères d'un cran. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure, à savoir, je pense qu'effectivement, la performance, les données historiques et la trajectoire d'une entreprise doit être regardée. Et je pense qu'effectivement, si on regarde ce qui s'est passé les 3-4 dernières années, il y a beaucoup d'entreprises qui ne correspondaient pas à un certain nombre de critères. Donc le degré d'exigence a été remonté. Je pense qu'effectivement, je ne suis pas sûr que l'ambiance soit si mauvaise que ça aujourd'hui. Il y a toujours effectivement des problèmes à traiter. Il y a toujours beaucoup d'activités. Donc, je pense que c'est juste que voilà, le shift ou le prisme par lequel on regarde ces entreprises a changé récemment. On parlait de plus en plus de dettes, la capacité de lever de plus en plus de dettes. Et finalement, pourquoi les entreprises de la Silicon Valley et les entreprises de la tech au global ne devraient pas des entreprises normales, entre guillemets, et lèveraient de la dette comme tout le monde ? Ouais. Alors, après, si on relève le niveau pour ces entreprises de la tech et de la deep tech en particulier, ça va être encore plus compliqué de faire émerger des nouveaux champions. Parce que ça veut dire que les plus jeunes, les plus débutants sont dans une situation encore plus fragile et vont avoir du mal à trouver du soutien. Pas forcément. Ce qu'on a analysé, ce qu'on a fait paraître d'ailleurs dans l'étude que nous faisons paraître tous les trimestres chez Avolta sur la valorisation des entreprises,
c'est qu'on a compris que l'année dernière, les investisseurs avaient beaucoup plus investi dans les entreprises en amont, donc les plus jeunes entreprises. Ah oui. Ce qui peut paraître paradoxal, en fait, dans cette situation. Mais la réalité, c'est que, puisqu'on traverse, en fait, une crise de valorisation et on traverse quand même une crise financière importante, on imagine, en fait, que les investisseurs préfèrent investir tôt, de façon, en quelque sorte, à enjamber la crise, puisque nous sortirons que dans 6 ou 7 ans. Donc, il est plus facile, aujourd'hui, de faire des investissements tôt, en se disant... On va investir dans cette entreprise, on va sortir dans 6 ou 7 ans, que d'investir tard et de dire on doit faire un profit dans 2 ans. Ça, c'est très compliqué. Et notamment, toujours pour cette question de valorisation aussi, de difficulté à valoriser les entreprises. Ça veut dire que c'est quel type de start-up aujourd'hui dans notre écosystème qui est le plus en difficulté ? Je pense en fait que les startups les plus en difficulté, ce sont des startups, non rentables, donc la plupart d'entre elles, oui. puisque ça peut... quasiment leur définition, et puis des startups en fait dont les métiers sont les métiers d'intégration de technologie, c'est-à-dire plutôt des entreprises qui vont numériser des process existants dans la société. Donc des entreprises qui vont travailler plutôt sur du logiciel de type SaaS, dans lequel on a construit toute une armée en fait d'indicateurs pour expliquer en fait la valorisation des entreprises et qui sont un peu mises à mal aujourd'hui. En tous les cas, ces multiples sont beaucoup descendus. Donc dans lequel il y a des risques d'avoir des difficultés à pouvoir renouveler en fait le financement de ces entreprises. Stéphane, est-ce qu'on a une spécificité en France dans le domaine de l'investissement des startups, en particulier sur le private equity ? Alors, la place de la BPI est quand même assez centrale en France. Et je pense que c'est une caractéristique assez particulière. Nous, on travaille beaucoup aussi dans les pays du sud de l'Europe. Et dans ces pays-là, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Et même quand il y en a un, par exemple en Italie, il y a un équivalent, mais la position et la place, et la centralité de cette entité n'a rien à voir avec les dimensions françaises. Donc ça, je pense que c'est déjà une très très grosse caractéristique française. On a également, je pense, un autre effet qui est l'effet, en tout cas la perception de vivre dans un grand pays d'un point de vue des dimensions du marché. Ce qui implique en fait que souvent, malheureusement, nous on a affaire avec des sociétés qui raisonnent d'un point de vue national, qui est un contresens complet, hein, mais ça arrive. Mais encore une fois, je pense que les crises n'arrivent pas toujours pour des mauvaises raisons. Et dans ce cas précis, le manque de liquidité auquel on pourrait faire face dans les prochains mois, de mon point de vue, devrait avoir un effet extrêmement positif pour que le marché puisse finalement se consolider. Il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui pensaient pouvoir tracer leur route de façon totalement indépendante et individuelle. Les marchés étrangers les plus importants nous enseignent que la consolidation, les fusions-acquisitions, même dans les phases préliminaires de développement des sociétés, est absolument fondamentale pour créer un vrai écosystème solide. Alors d'ailleurs, j'avais en plateau la semaine dernière le patron fondateur de ChapVision, qui vise à devenir le Palantir européen, à s'occuper en fait de toutes les données, de l'exploitation des données pour le renseignement régalien, et qui nous dit une des stratégies nous qu'on emploie, c'est la croissance externe, hein, aller chercher à grandir en Europe très vite. Beaucoup de ces entreprises qui ont du mal à se financer utilisent donc le fameux double track, donc je cherche à me financer et en même temps je regarde s'il y a des possibilités d'adossement. Nous, on conseille beaucoup de clients dans ce domaine. On essaye de les avertir sur le fait aussi que, attention, les sessions ne vont pas se faire tout à fait au même prix qu'elles se faisaient l'année dernière ou l'année d'avant. Donc, il faut prendre soin de ça. Les acquéreurs sont extrêmement vigilants. On conseille aussi pas mal d'acquéreurs en ce moment sur ces stratégies. Et c'est vrai qu'on peut sentir un vent d'opportunité. C'est favorable en ce moment, non, à ce type d'opération ? Écoutez, je pense que c'est favorable parce que je pense qu'en fait que c'est une pratique qu'on a assez peu en Europe, qui est de pouvoir consolider plusieurs entreprises pour en faire une plus grande. Ouais. Et c'est quelque chose dont on manquait. Donc, quelque part, la situation nous y oblige et c'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a des secteurs qui reçoivent plus d'argent que d'autres ?
Oui, à nouveau, je pense que les secteurs qui sont basés en fait sur des technologies et qui sont basés plutôt sur des technologies qui peuvent amener des transitions dans la société, des transitions long terme dans la société, ont plus de chances de recevoir de l'argent aujourd'hui que simplement de l'intégration ou des systèmes de services pour la transformation numérique. Je m'explique. Si vous avez un système aujourd'hui qui permet d'optimiser la création d'hydrogène carboné, vous avez plus de chances de recevoir en fait d'hydrogène décarboné. D'hydrogène décarboné. Vous avez plus de chances en fait de recevoir des fonds que si vous faites une application pour mieux gérer sa trésorerie, par exemple. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les paris qui sont faits par les investisseurs sont des paris plutôt long terme sur des sujets sur lesquels on a un fort impact sur la société. Et ça risque de jouer de façon beaucoup plus forte. Donc, deep tech, cyber, bien sûr, des sujets qui sont des sujets de transition écologique, donc tout ce qui est développement durable, à la fois effectivement décarboner la société, mais également renforcer l'économie circulaire, créer de nouvelles productions d'énergie, l'efficacité énergétique. L'ensemble de ces sujets sont extrêmement bien couverts aujourd'hui, à la fois par des fonds qui sont spécialisés, par des fonds généralistes qui s'y mettent, et on sent qu'il y a beaucoup d'opérations qui ont lieu dans ces domaines. Une conclusion, Stéphane, avant de nous quitter sur l'impact sur le marché ? Excusez-moi, j'ai pas entendu la question. Non, je vous demandais si ça avait bien un mot de conclusion, il nous reste quelques secondes. Je vous remercie. En ce qui nous concerne, on voit encore beaucoup de dynamisme sur les levées. On voit du dynamisme de la part également des investisseurs, avec évidemment une modification sur les valorisations et sur les instruments utilisés. Et encore une fois, notre cheval de bataille, c'est vraiment la consolidation des marchés et la création de l'écosystème. Merci beaucoup à tous les deux, Stéphane Cléchat de Cléchat & Co, Philippe Rodriguez d'Avolta. Merci aussi à Dagobert Lévy d'être resté avec nous pour nous partager votre point de vue. Dagobert Lévy de Tanium. On se retrouve juste après la pause. On part un peu dans la nature, s'inspirer, trouver de nouvelles inspirations auprès des roseaux. Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech, deuxième partie de votre émission sur le numérique, l'innovation, les technologies. Technologies inspirées par la nature, pourquoi pas ? C'est le sujet du biomimétisme. On va en parler tout de suite avec Domiti Champetier de RIB. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la responsable des partenariats et lancements de projets de R&D chez Bioxégie, que l'on reçoit régulièrement, Bioxégie, pour nous parler de ce biomimétisme, qui est impatient de découvrir. Dagobert Lévy, qui est resté avec nous en plateau, vice-président Europe du Sud de Tanium. Peut-être qu'il y a des solutions sur la cybersécurité, mais là, notre sujet aujourd'hui, désolé Dagobert, ça va être l'acoustique. On va regarder comment cette isolation acoustique peut être améliorée, amplifiée grâce à l'étude des roseaux. Peut-être définir déjà ce qu'on appelle l'isolation acoustique. Oui, ce serait bien de commencer par là. Donc l'isolation acoustique, en fait, c'est tout ce qui va permettre de réduire les bruits à l'intérieur d'espace, à l'intérieur de volume. Donc ça peut se faire soit en réduisant, donc en venant filtrer directement les bruits parasites, soit en venant réduire les effets de résonance à l'intérieur des volumes. Donc pour vous donner un peu des exemples de matériaux qu'on connaît tous, qui sont de très bons isolants acoustiques, tout ce qui, la laine de verre, les parpaings, les briques, etc., qui sont aujourd'hui majoritairement utilisés. Et on a des enjeux importants autour de cette isolation phonique. Oui, aujourd'hui, c'est primordial déjà pour les conditions de travail, j'ai envie de dire, parce qu'il y a une étude du coup de l'INRS, l'Institut national de la recherche et de la sécurité, qui a montré qu'il y a plus de 25% des personnes qui n'apprécient pas les open space, qui le seraient justement, qui seraient gênées par ces espaces, justement à cause des nuisances sonores. Donc, venir agir directement sur ces nuisances sonores, en fait, c'est quelque chose de primordial, déjà pour les conditions de travail. Ensuite, D'ailleurs, en parlant des techniques classiques utilisées aujourd'hui, on propose des casques maintenant pour c'est ça. Le travail en open space. C'est une solution pour l'isolation acoustique, c'est sûr. Et après, donc, il y a tous les enjeux aussi pour venir réduire le stress en fait, dans la vie quotidienne. Donc on sait tous que voilà, quand à côté de chez nous, il va y avoir des travaux ou quand il y a le bruit de nos appareils électroménagers, le train qui passe près de chez nous, etc., c'est quelque chose qui vraiment va venir agir sur notre stress au quotidien. C'est important aussi d'agir là-dessus. Et enfin, et je dirais le plus important,
c'est les nuisances sonores en fait de tous les gros appareils, donc comme les avions, les véhicules à moteur, etc. Des fois qui peuvent émettre des sons qui sont même dangereux pour l'oreille humaine. Et donc en ce moment, les réglementations en fait sont de plus en plus strictes à ce niveau pour venir mettre des seuils maximaux pour les décibels, donc dans les aéroports, pour les réacteurs d'avions, etc. Donc c'est vraiment un gros enjeu de venir agir là-dessus. Et les réglementaires avec des contraintes qui vont s'imposer. Qui vont s'imposer, qui sont de plus en plus importantes. Et alors, on va s'intéresser aux roseaux. Pourquoi ça ? Pourquoi ça ? Et bien justement parce que les roseaux, en fait, de par leur structure particulière, on s'est rendu compte que c'était vraiment un matériel qui pouvait être très absorbant pour les sons. Donc je vais vous parler un peu plus particulièrement de leur structure, de pourquoi ils sont d'aussi bons absorbeurs de sons. Ouais. En fait, les roseaux, donc vous savez tous comment c'est des longs, ça peut faire jusque 5 mètres de haut. Et en fait, ce qui est intéressant dans leur structure, c'est que c'est sous forme tubaire. Donc, il faut imaginer des tubes qui sont vides à l'intérieur. Et c'est ce vide, justement, qui va venir, d'une part, isoler thermiquement. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qui va venir, justement, freiner tous les sons parasites. Et donc, en fait, si on imagine un matériau déjà biosourcé qui va venir prendre des roseaux directement dans un espace restreint, les regrouper, en fait, ça va venir vraiment réduire les sons dans des espaces. Donc, pour vous donner un peu une ordre d'idée, il y a une étude qui a été faite en 2015 qui montre justement que les roseaux et donc des matériaux qui seraient faits de roseaux pourraient venir réduire les sons situés notamment entre 50 et 1000 Hertz. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, nous, quand on parle, par exemple, on parle à 300 Hertz. Ouais. Les véhicules à moteur, les avions, etc., c'est en dessous de 1000 Hertz. Donc, des roseaux, finalement, viendraient remplir cette fonction d'isolant acoustique pour ces nuisances sonores. Et d'ailleurs, vous avez parlé des moteurs d'avion. Donc, en particulier, on étudie les qualités du roseau en matière d'isolation acoustique pour absorber les sons des moteurs d'avion. C'est ça. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que la NASA s'est penchée sur la question pour venir justement étudier plus en profondeur la structure de ces roseaux. Et eux, donc, ils ne sont pas venus reprendre des roseaux pour les remettre dans les réacteurs d'avion, bien sûr que non. Ce serait trop simple. Ils sont venus en fait au rayon X, vraiment étudier le détail de cette structure et la reproduire de manière synthétique. Donc en fait, comment ils ont fait ? Ils ont reproduit tout simplement des tubes qui sont venus mettre pareil sur une base. Et en fait, la base, ils sont venus la placer donc derrière les réacteurs d'avion pour que le son vienne perpendiculairement et que ça vienne justement freiner les sons parasites. Et ce dont ils se sont rendus compte grâce à leur étude, en venant optimiser justement cette structure des roseaux, c'est que ça ne filtrait pas juste les bruits entre 50 et 1000 Hertz, mais bien entre 0 et 3000 Hertz. Donc plus grave, plus aigu que les roseaux, donc encore plus performant. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être utilisé pour les avions d'une part, mais on peut imaginer une utilisation beaucoup plus large dans divers secteurs, pour l'automobile, pour le bâtiment, pour le BTP, pour les salles de concert ou même les personnes qui jouent un peu de batterie chez eux, etc. Donc c'est quelque chose... on pourrait recouvrir nos murs, en fait, ce matériau synthétique. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais c'est vraiment un matériel qui peut être épais comme ça, ou voire plus, et qui va venir reproduire du coup les tubes des roseaux. D'accord. Et donc oui, c'est quelque chose qui peut être... adapté, j'ai envie de dire, à beaucoup d'applications. Mais il faudrait le disposer comment, en fait ? Parce que là, vous avez expliqué, par exemple, que le son vient de manière verticale, c'est ça ? Oui, perpendiculaire. Enfin, perpendiculaire. Pour venir justement reproduire le son qui va se propager à travers d'une barrière de roseau. Et donc, mais si je suis chez moi et que j'ai une batterie, par exemple, il faut que je l'installe où, cette isolation ? Parce que ça prend un peu, le son prend tout le volume. Sur les murs, etc. Après, c'est vrai que dans les bâtiments, aujourd'hui, c'est moins la question, j'ai envie de dire. Pour l'instant, ils ont vraiment fait les études pour les avions ou même pour les cabines passagers, pour le confort usager directement. D'accord. Une question ? Dagobert ? Non, je trouve ça très intéressant, effectivement, et c'est un sujet qu'on voit, on en parle de plus en plus. L'acoustique en général, mais je trouve que le corollaire avec le roseau est fascinant.
Et pour les bruits du train, on pourrait faire quelque chose? Je pense que de la même manière pour les Comme bruits un du mur, train, en fait, un mur c'est ça, anti-bruit. pour les murs ou même pour le sol, en fait, directement. Qui absorberait le bruit, c'est ça? Ouais, le bruit Au de la sol machine directement. Voilà. Okay. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la nature, il y a énormément de structures. Donc là, on a parlé d'isolation acoustique, Oui. des roseaux, etc. Mais il y a énormément de structures qui remplissent des fonctions très spécifiques et qu'on peut venir reproduire. Aussi pour l'isolation, même des radiations solaires, de tout ça. Donc c'est super intéressant. Merci beaucoup, Domitille Champetier de RIB, de Bioxégie, pour cette ouverture sur le biomimétisme. Merci beaucoup. À suivre dans Smart Tech, dernière séquence de Smart Tech, c'est notre regard sur où va le web. Alors, prioriser l'intelligence artificielle, c'est la nouvelle direction que donne Mark Zuckerberg à son groupe. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il abandonne le métavers, mais enfin, on dirait qu'il y a un petit virage qui est pris. C'est Eva qui nous explique ça. Métavers ou intelligence artificielle, Meta vient de trancher. Mark Zuckerberg annonce que l'investissement le plus important du groupe portera désormais sur l'IA. Le géant veut désormais se réorienter vers d'autres outils, type ChatGPT. Le PDG était pourtant le porte-flambeau du métavers. Il y avait même investi 25 milliards de dollars. Mais il assume aujourd'hui le gouffre financier qu'il représente, dans un contexte en plus où le groupe est percuté par l'effondrement de ses revenus publicitaires, par ses démonstrations de réalité virtuelle peu convaincantes aussi. Meta a même annoncé se séparer de dizaines de milliers de salariés. Une situation qui pourrait durer si rien n'est fait pour réorienter la stratégie. C'est aujourd'hui chose faite, donc fini le métavers. Meta reconnaît même qu'il faudra finalement attendre plusieurs années pour approcher une masse critique d'utilisateurs dans le métavers. Il pense en tout cas que prioriser l'IA peut être la clé du succès. Mais contre toute attente, l'enterrement du métavers version méta n'est peut-être pas une mauvaise nouvelle pour le métavers lui-même. Les acteurs du secteur disent même qu'aujourd'hui, cela peut donner un nouveau souffle à la technologie. C'est possible, mais c'est... Eh oui, nouvelle stratégie de Meta ou simplement une petite communication un peu différente, on va dire, avec ChatGPT qui occupe tous les esprits désormais. Merci beaucoup Dagobert Lévy, vice-président Europe du Sud de Tanium, entreprise de la cybersécurité. Merci à vous. Domitille Champetier de RIB, qui est responsable des partenariats lancement de projets R&D chez Bioxégie, spécialiste du biomimétisme. C'était Smart Tech, merci à vous de nous suivre tous les jours. Les discussions sur la tech, ça continue dès demain sur Bismart.